L'hélicoptère Mavak trembla. Ce n'était pas à cause des rotors, ni d'une turbulence. C'était la montagne elle-même, le vent qui déferlait de l'Hindu Kush comme une force vivante et furieuse, projetant l'appareil latéralement à travers le ciel, à 3350 mètres d'altitude. À l'intérieur, le voyant était rouge. Rouge signifie situation critique. Rouge signifie agir. Le rouge signifie que vous êtes déjà en train de perdre. Sur la civière centrale, attachée avec du nylon médical et maintenue en place par les mains de deux chirurgiens de vol de la marine, gisait une femme dont le nom était classé secret dans 4 bases de données différentes. Elle avait une balle dans le poumon gauche. Son poumon droit était collapsé. Il lui restait 17 minutes d'oxygène dans la bouteille portable et une tension artérielle qui fit fermer les yeux au médecin-chef pendant exactement 2 secondes avant qu'il ne les rouvre et continue à travailler. Son rythme cardiaque était de 41 en baisse. Le moniteur à côté de sa tête émettait un son semblable à celui d'une horloge qui s'arrête. Le docteur Harrison Webb, 14 ans de médecine de combat, 3 missions, 2 distinctions, s'est tourné vers son collègue et a dit ce qu'il n'avait jamais dit à voix haute dans un hélicoptère auparavant. « On va la perdre. » Personne ne l'a contredit. Personne n'a protesté, car à l'arrière de cet hélicoptère, coincé entre des supports d'équipement et un défibrillateur qui avait déjà fonctionné 2 fois, tous ceux qui avaient un diplôme de médecine comprenaient une chose. La femme sur la civière avait décidé d'arrêter de se battre. Ça se voyait. 14 ans d'expérience vous apprennent à reconnaître à quoi ressemble la capitulation dans un corps. Pas l'effondrement visible, pas la ligne plate, mais l'instant qui précède. L'instant où quelque chose derrière les yeux se détourne, tout simplement. Elle se détournait. Puis une voix a transpercé le bruit du moteur depuis la banquette arrière. Calme, assuré. 2 mots. Bougez, s'il vous plaît. La secouriste dans le coin arrière, celle que personne n'avait présentée à Webb parce qu'elle était simplement apparue à la base d'opération avancée pendant le chaos de l'évacuation et avait grimpé dans cet appareil, s'est levée. Elle passa devant le docteur Webb sans attendre sa réponse. Elle s'agenouilla près de la civière. Elle approcha sa bouche de l'oreille de la mourante et lui murmura quelque chose. 2 mots. Le moniteur changea. Fréquence cardiaque, 41, 43, 47. La main droite de la mourante, les doigts mous, la peau grise, se refermant en un point. Le docteur Harrison Webb avait vu beaucoup de choses dans 14 ans. Il n'avait jamais vu cela. La mission avait mal tourné à la 4e heure. Elle avait commencé comme une opération de reconnaissance. 3 opérateurs, une équipe de soutien, une fenêtre de 12 heures. Une opération standard de pénétration en profondeur dans une province où « standard » était un mot qui ne voulait rien dire et tout le monde le savait. Les montagnes de cette région avaient leur propre logique. Les routes qui figuraient sur les cartes se dissolvaient en sentiers de chèvres. Les bâtiments que les services de renseignement avaient signalés comme vides n'étaient pas vides. Le vent que l'équipe météo avait prévu à 12 nœuds soufflait à 40. Le lieutenant Ava Kane assurait la surveillance. Elle s'était positionnée sur une crête à 1100 mètres de l'objectif, une structure en pierre basse où l'équipe devait récupérer un disque dur provenant d'un réseau de communication hors service. 45 minutes aller-retour. Elle devait tenir les hauteurs, couvrir leur approche, couvrir leur sortie, puis se replier vers le point d'extraction où l'hélicoptère d'évacuation médicale était en attente. Les 45 minutes se transformèrent en 2 heures. 2 heures devinrent un problème. Au bout de 4 heures, un élément secondaire, qui ne figurait sur aucune fiche de briefing, ni dans aucun résumé des renseignements, franchit la ligne de crête nord et engagea le combat contre l'équipe dans la vallée en contrebas. Ava observa la scène à travers sa lunette depuis 1100 mètres. Elle tira 3 fois en 90 secondes. 2 tirs atteignirent leur cible. Le 3e manqua sa cible de 15 cm, car le vent avait tourné et elle s'était ajustée trop lentement. Et elle allait penser à ces 15 cm pendant très longtemps par la suite, comme les tireurs d'élite pensent à la seule chose qu'ils auraient pu faire différemment. La seule correction qu'ils n'ont pas apportée assez vite. L'équipe s'en est sortie, tous les 3, car elle a tenu la crête pendant 19 minutes supplémentaires pendant qu'ils se déplaçaient vers le point d'extraction, essuyant des tirs provenant d'une position située à 200 mètres au nord-est d'elle et répondant avec une précision que le rapport d'après-action qualifiera plus tard d'extraordinaire compte tenu des conditions. Cette expression « extraordinaire dans les conditions données » était le genre d'euphémisme bureaucratique que l'armée utilise alors que le langage exact serait quelque chose de plus proche de
Elle n'aurait pas dû être capable de faire cela et les 3 hommes qui sont montés dans l'hélicoptère d'extraction sont en vie parce qu'elle l'a fait quand même. La balle qui l'a touchée venait de derrière. Elle ne l'a pas entendue et elle ne l'a pas vue. Un instant, elle était allongée sur la pierre froide, l'œil collé à la lunette et l'instant d'après, le monde s'est incliné de 90 degrés et la pierre s'est retrouvée contre le côté de son visage, l'empêchant de respirer correctement. Elle avait déjà été touchée par balle à 2 reprises. Elle connaissait la nature particulière de ce silence, la façon dont le son devient à la fois lointain et proche, la façon dont votre corps semble soudain appartenir à quelqu'un d'autre. Le choc est une sorte de dissociation. La partie de vous qui a l'expérience observe la partie physique gérer la blessure. Et quelque part au milieu de cette observation, vous prenez une décision sur ce qui va se passer ensuite. Elle a réussi à appuyer sur le bouton de sa radio. Overwatch est our service. Overwatch est our service. Je suis ça. Elle a donné sa position. Elle n'a pas perdu connaissance. Elle pensait que c'était important. Elle s'est forcée à respirer par petites bouffées, car les longues inspirations étaient impossibles. Elle a gardé son fusil pointé vers le nord-est jusqu'à ce qu'elle entende les rotors. Les secouristes l'ont trouvée tenant toujours son arme. Ils ont dû la lui arracher des mains. Elle ne leur a pas résisté. Elle ne l'a simplement pas lâché volontairement. Il y a une différence entre ces 2 choses. Les secouristes l'ont compris d'un point de vue pratique. Un patient qui ne résiste pas est gérable. Peu importe ce que faisaient ses mains, ils ont contourné le fusil jusqu'à ce qu'il puisse s'en occuper. Le chef d'équipage a fini par le dégager et l'a rangé dans la soute arrière. Plus tard, si on lui avait demandé pourquoi il ne l'avait pas simplement posé par terre, il n'aurait pas su l'expliquer. Il l'a rangé dans son étui comme si cela avait de l'importance, parce que d'une certaine manière, avec cette patiente, c'en avait. Dans l'hélicoptère, alors que le docteur Webb découpait sa tenue et examinait la blessure, elle avait levé les yeux vers la lumière rouge de la cabine et pensé à quelque chose de très précis. Elle avait pensé à une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 5 ans, une voix qu'elle croyait ne plus jamais entendre. C'est à ce moment-là qu'elle avait commencé à se détourner. Sur la liste d'embarquement, son nom était Colem, infirmière spécialisée, rattachée à la base d'opération avancée. 72 heures auparavant, personne à la FOB ne se souvenait avoir traité ses papiers. Ce n'était pas inhabituel. Dans les 6 heures précédant le décollage d'une mission d'évacuation, la paperasse passe au second plan. Des gens arrivent, d'autres partent. La base respire au rythme d'un va-et-vient qui ne laisse pas de place à la précision administrative. Le registre des arrivées de la base opérationnelle avancée indiquait 12 nouveaux arrivants au cours des 48 heures précédant la mission. Personnel de soutien, agent de renseignement. Un agent de liaison logistique d'un sous-traitant dont personne ne savait déchiffrer l'acronyme. Dans cet environnement, une infirmière spécialisée avec le dossier de qualification adéquat et le bon comportement s'intégrait tout simplement dans le tissu opérationnel. Elle était simplement là quand l'hélicoptère devait décoller. Elle avait son kit. Elle avait son dossier de qualification. Le responsable du chargement avait désigné le siège d'appoint et elle l'avait pris à bord de l'appareil. Elle était restée à l'arrière. Le docteur Webb avait enregistré sa présence comme on enregistre la position d'un meuble dans une pièce. On la connaît depuis des années, on la note, on la classe, on ne l'examine pas. Il avait déjà 2 chirurgiens et 2 parachutistes de sauvetage au travail. Il n'avait pas besoin d'une 4e paire de mains qui se mette en travers de son chemin. Telle avait été son évaluation pendant les 40 premières minutes. Puis elle s'était levée et il l'avait observé vérifier la perfusion d'une manière qui lui avait immédiatement révélé quelque chose. Non pas la vérification en soi, mais la prise, l'angle de son poignet, l'économie du mouvement. Il n'y avait aucune hésitation, aucun regard vers le débit de la perfusion, aucune remise en question. Elle l'avait vérifié comme on vérifie quelque chose qu'on a déjà vérifié 800 fois auparavant, dans des conditions bien pires que celles d'une cabine d'hélicoptère. Les infirmières de combat développent un vocabulaire gestuel spécifique au fil des années passées sur le terrain. Une sorte de sténographie qui condense une évaluation complexe en quelques secondes de contact physique avec le patient et le matériel. Webb maîtrisait ce vocabulaire. Il le reconnut chez elle. La dose d'épinéphrine, dit-elle. Pas une question, une affirmation comportant une faille implicite. « Excusez-moi, dit le docteur Webb, l'épinéphrine va faire grimper son rythme cardiaque en 90 secondes environ et elle n'a pas la réserve cardiaque nécessaire pour supporter le crash qui s'ensuivra. Vous devez réduire la dose d'1/3 et ajouter de l'amidon dans la perfusion. » Webb la fixa. « Qui êtes-vous? » Quelqu'un qui a déjà soigné une plaie thoracique ouverte en altitude. Elle le dépassait déjà.
L'amidon se trouve dans la maillette orange. Paroi gauche, troisième étagère. Elle avait raison pour l'étagère. Elle avait raison pour l'épinéphrine. Webb se mit au travail. Sa résidente en chirurgie, une jeune médecin nommée Patricia Sloan, qui en était à sa première rotation de combat et qui n'avait pas encore développé cette carapace que la médecine de combat à long terme forge face à la capacité de surprise, observa l'échange, puis regarda Cole travailler, avant de dire doucement, sans s'adresser à personne en particulier, « Elle s'est déjà retrouvée dans de beaux draps. » Webb lui jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? » Parce qu'elle ne se contente pas de soigner la blessure. Elle anticipe de 3 étapes. Elle travaille déjà sur le problème suivant. Sloan observait les mains de Cole. « J'ai vu ça chez exactement 2 personnes dans ce métier. Toutes 2 avaient essuyé des tirs. Ce qu'aucune d'entre elles ne comprenait, et que Webb ne comprendrait que bien plus tard, c'était l'autre chose que faisait Cole. Ce qu'elle faisait chaque fois que les signes vitaux de la patiente chutaient vers un état critique. Elle posait sa main sur le bras de la femme et lui parlait. Pas fort, pas pour que l'équipe médicale l'entende. Elle approchait ses lèvres de l'oreille de la patiente et lui disait des choses que Webb, tendant l'oreille pour couvrir le bruit du moteur, ne pouvait pas entièrement comprendre. Il en entendait des bribes. Vent du nord-ouest. Tenez votre position. J'ai la portée. La main de la patiente cessa de trembler. Le rythme cardiaque, qui chutait comme une pierre, a marqué une pause dans sa descente. « Que lui dis-tu? » a demandé Webb. Cole s'est redressé et l'a regardé. Ses yeux étaient bruns. Ils étaient très fixes et très vieux sur un visage qui n'était pas celui qu'elle s'était décrit à elle-même ces 20 dernières minutes. Cole a dit qu'elle avait juste besoin de l'entendre de l'extérieur. Le dossier du lieutenant Ava Kane comptait 740 pages. 460 de ces pages avaient été caviardées. Sur les 280 qui restaient accessibles signifiant disponible pour le personnel détenant une habilitation SCI avec les désignations de compartiments appropriés. La section la plus frappante n'était pas son dossier de tir, bien que cela seul aurait suffi à la rendre remarquable. C'était l'évaluation psychologique réalisée après son 3e déploiement. Rédigée par un psychologue de la marine nommé Dr. Robert Finch, qui avait évalué des centaines de membres des forces spéciales et qui écrivait dans le langage clinique de sa profession. Le sujet fait preuve d'une capacité inhabituelle à subordonner son instinct de survie personnel à l'objectif de la mission. Il ne s'agit pas d'un comportement acquis, cela semble être inné. Ce que cela signifiait, dans un langage qui n'avait pas sa place dans un rapport clinique, c'est qu'Ava Kane mourait pour la mission avant que la mission ne meure pour elle. L'appel provenait de Sibérie. Elle avait 26 ans lors de sa première rotation au sein d'une force opérationnelle interarmée, opérant dans des conditions que l'équipe météorologique avait jugées impropres à un travail de terrain prolongé. La température ambiante nocturne était de moins 40 et 1 degré. La visibilité pendant la fenêtre opérationnelle se mesurait en pieds, pas en mètres. Le genre d'environnement qui tue les gens non pas par l'action de l'ennemi, mais par simple arithmétique. Le corps génère une quantité fixe de chaleur. L'environnement l'enlève plus vite et à terme, le calcul ne tient plus. L'équipe avait été compromise à son point de repos et devait se déplacer vers la zone d'extraction de secours à une distance de 6 km à travers un terrain n'offrant ni dissimulation ni couverture, juste un sol gelé à découvert et un vent capable de dépouiller la peau exposée de toute chaleur en moins de 2 minutes. Ava a tenu une position sur la crête et a engagé le combat contre l'élément qui la poursuivait pendant 4 heures. 4 heures seule à moins 40 et 1 degré Celsius avec un fusil. Elle a dû actionner manuellement le mécanisme de culasse, car celui-ci s'était gelé à 2 reprises, et à chaque fois, elle l'avait dégelé avec ses mains et la chaleur de son corps. Sans s'arrêter, sans se replier, sans demander une extraction anticipée, même lorsque cette option lui a été proposée par radio. La couverture reste en place, avait-elle dit. Amenez l'équipe vers le point de secours. L'équipe s'en est sortie. Elle a ensuite marché jusqu'au point d'extraction de secours, 6 km seule. Et lorsque l'hélicoptère est arrivé et que le chef d'équipage a ouvert la porte, elle est montée, s'est assise et n'a pas dit un mot pendant tout le vol. Sa température corporelle était de 30 et 1,7 degrés Celsius. Le médecin de bord de l'hélicoptère d'évacuation a déclaré que c'était la température la plus basse qu'il ait jamais enregistrée chez un patient conscient et capable de marcher. Capable de marcher était peut-être un peu exagéré. Elle avait marché parce qu'elle refusait d'être portée. Elle était restée consciente parce qu'elle en avait décidé ainsi. Quelqu'un avait observé son visage à l'atterrissage, son aspect, son absence totale d'expression, le givre sur ses cils, son immobilité, et avait murmuré qu'elle ressemblait à quelque chose revenu d'un endroit très froid.
Je louerai, avait dit quelqu'un, sans que ce soit un compliment. C'était une simple observation. Elle l'avait pris comme un compliment. Après cela, elle a toujours travaillé seule. Chaque équipe à laquelle elle fut affectée finit par le comprendre instinctivement. Elle était le fusil sur la crête, le nom dans la radio, le délai de 2 secondes entre l'apparition du problème et sa résolution. À 1100 mètres d'altitude, les histoires circulaient. Les communautés des opérations spéciales sont petites et fermées, et l'information s'y propage comme les rumeurs se propagent dans n'importe quelle petite communauté. Rapidement, avec des embellissements, mais avec un fond de vérité au cœur de l'élaboration. Les histoires sur Frostbite étaient pour la plupart exactes. Celles concernant l'engagement dans la province de Helmand, où elle a tiré 8 coups en 6 minutes, malgré une visibilité qui se détériorait, puis a descendu la montagne en portant un opérateur blessé qu'elle avait trouvé au pied de la ligne de crête lors de sa descente. Celles-là étaient exactes. Celles concernant le tir dans le district de Paktika, à 1900 mètres, sur des cibles en mouvement, avec un vent de travers. Celles-là étaient exactes aussi, et le nombre n'avait pas été embelli, car cela l'aurait fait paraître moins réel. Tout tireur d'élite a besoin d'un observateur. La plupart des tireurs d'élite travaillent avec une série d'observateurs au cours de leur carrière, en les faisant tourner en fonction de la mission, de la disponibilité et de la compatibilité. Ava Kane avait travaillé avec un seul, pendant les années qui ont précédé son passage en solo. Une personne qui comprenait son tir avant même qu'elle ne prononce un mot, qui lisait le vent, la distance et l'angle avec la même certitude instinctive qu'Ava lisait ses cibles. Elles avaient travaillé ensemble pendant 3 ans, et pendant cette période, elles avaient développé une communication si condensée qu'elle n'était presque plus un langage. Coordonnées, correction et confirmation réduites à des mots isolés et parfois à des sons isolés. Un vocabulaire construit spécifiquement pour 2 personnes et incompréhensible pour quiconque d'autre. Indicatif d'appel. Statut, écho fantôme. Une action manquante. Date, il y a 5 ans, 2 mois et 11 jours. Ava avait arrêté de compter après la 2e année, ou du moins s'était-elle dit qu'elle avait arrêté de compter. La 2e fois qu'Ava avait fait un arrêt cardiaque dans l'hélicoptère. Le défibrillateur l'avait ramené à 360 battements. Ses yeux s'étaient ouverts pendant 40 secondes. Ils n'étaient pas fixés sur quoi que ce soit. Ils ne suivaient rien. Les lumières de la cabine étaient au-dessus d'elle, et ses yeux les ont trouvées et ne s'en sont pas détournés. Et ses lèvres bougeaient sans produire de son. Puis elle a de nouveau disparu, pas en arrêt cardiaque, mais disparu dans un autre sens, se retirant dans cet espace intérieur sombre où les gens vont quand le corps décide s'il va continuer. Cole était en train de découper le reste du pansement sur l'épaule gauche d'Ava pour examiner la plaie d'entrée quand elle s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Les ciseaux dans sa main ne bougeaient pas, remarqua le docteur Webb. Un problème avec la blessure? Non, répondit Cole, mais elle resta immobile pendant encore 3 secondes, car sous le pansement, sous le sang et les contaminants de la terre de montagne, il y avait une cicatrice. Elle datait d'au moins 5 ans, le genre de tissu cicatrisé devenu entièrement blanc et lisse, s'étant intégré à la structure de la peau environnante. Elle s'étendait depuis le bord postérieur de l'omoplate gauche en une courbe peu profonde vers l'aisselle, sur une longueur de 6 cm, avec le profil caractéristique d'une blessure traversante réparée dans des conditions austères, sans irrigation adéquate ni matériel de suture. Le profil d'une plaie refermée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, mais qui n'avait pas ce qu'il fallait pour le faire correctement. Cole connaissait cette cicatrice, non pas parce qu'elle l'avait vue sur une photo ou dans un rapport, mais parce qu'elle l'avait refermée elle-même. Sur un sol en terre battue, dans un bâtiment d'une ville où elle n'était pas censée se trouver, avec une trousse de terrain contenant 2 fils de suture, un flacon partiellement rempli de lidocaïne et un éclairage improvisé à l'aide d'une lampe de poche qu'elle tenait entre ses dents. La nuit avant le départ de Cole, la nuit d'avant que tout ne prenne fin, la texture particulière de cette cicatrice, la légère irrégularité à l'extrémité proximale où elle avait dû travailler dans un angle inconfortable, la fermeture nette au milieu, là où elle avait trouvé sa position et stabilisé ses mains, le léger plissement à l'extrémité distale où la lidocaïne avait cessé d'agir et où Ava était restée parfaitement immobile, tandis que Cole terminait sans émettre le moindre son, lui était aussi familière que ses propres mains. Plus familière encore. On n'oublie pas ce qu'on a fait pendant qu'une personne en qui on avait confiance saignait et que la ville, dehors, décidait de vous tuer tous les deux. « Ça va ?» demanda le sauveteur en parachute derrière elle. Il s'appelait Marcus Dalton
et il observait Cole travailler depuis 20 minutes avec l'attention là de quelqu'un qui ne parvient pas à déterminer s'il est témoin d'une expertise ou de toute autre chose. « Ça va », répondit Cole. Elle finit de retirer le pansement. Elle s'affairait, mais sa mâchoire resta crispée pendant un long moment après cela. À la 43e minute du vol, Ava Kane se mit à parler. Pas de manière cohérente, pas comme quelqu'un qui sait qu'on l'écoute. Elle parlait comme les gens parlent quand les filtres ont disparu, quand l'esprit conscient s'est suffisamment retiré pour que le subconscient prenne le dessus et utilise la voix sans permission. Cela se produit en cas de traumatisme crânien, de privation extrême d'oxygène ou de l'état neurologique spécifique provoqué par un choc très grave. Le terme clinique est « discours confus ». Vu de l'extérieur, cela ressemble à une personne qui parle à quelqu'un qui n'est pas dans la pièce. Changement d'altitude. 15 mètres. Ajusté. Le docteur Webb se pencha vers elle. « Madame, vous m'entendez? Comment vous appelez-vous? » Elle ne lui répondit pas. Le vent a tourné. 3. Vous devez répéter. J'ai besoin de votre lecture. Webb regarda Cole. Cole était déjà en mouvement. Elle se pencha au-dessus de la civière et se positionna près de l'oreille gauche d'Ava, celle la plus proche d'elle. L'oreille qui n'était pas plaquée contre la surface de la civière. Et elle parla d'une voix que Webb dut tendre l'oreille pour entendre par-dessus le bruit du moteur. Le vent a tourné au nord-est, 0,30, ajusté de 2 millisecondes. Bien, j'ai la distance. 820 mètres. Donne le signal quand tu es prête. La cabine devint très silencieuse, ou du moins, elle semblait silencieuse. De cette façon dont les choses peuvent paraître silencieuses quand quelque chose d'extraordinaire se passe devant vous et que votre cerveau décide de filtrer tout ce qui n'est pas cette chose-là. La respiration d'Ava, qui avait été superficielle et arythmique, cette respiration laborieuse et pénible d'un corps s'adaptant à un poumon défaillant, s'apaisa. Elle n'était pas complète. Ce n'était pas facile, mais c'était rythmé. La différence entre une respiration rythmée et une respiration non rythmée chez un patient traumatisé, c'est la différence entre le chaos et un système sous stress. Les deux sont mauvais, l'un est gérable. Son rythme cardiaque est passé de 38 à 42. Quoi? Le docteur Webb a demandé « Que faites-vous? Vous lui donnez ce dont elle a besoin pour rester dans ce scénario? » Cole a répondu en se redressant. Son cerveau est passé par défaut à un mode de fonctionnement en situation de stress intense. C'est le dernier environnement totalement sûr dont elle se souvient. Pas sûr au sens ordinaire du terme. Sûr dans le sens d'un endroit où elle sait exactement quoi faire et comment le faire. Je la maintiens là. Vous maintenez une patiente traumatisée dans un scénario de combat simulé. Je la maintiens consciente en donnant à son système nerveux un problème qu'il sait résoudre. Cole regarda le moniteur. Surveillez la fréquence, ça ne sait pas l'arrêter. Ça marche, indiqua le moniteur cardiaque. Parce que les moniteurs cardiaques ne mentent pas. Webb la fixa. Comment connaissez-vous ce langage spécifique? Demanda-t-il. Comment savez-vous quoi dire? Cole regarda la femme sur la civière. La cicatrice à l'épaule, les mains, fortes, cailleuses, marquées par la montagne qui s'était accumulée au fil d'une carrière. L'enregistrement le plus précis dans une base de données classifiée à laquelle Webb n'aurait jamais le droit d'accéder. Parce que j'étais son observatrice, dit Cole. Puis elle se remit au travail. Le docteur Sloan, depuis sa position près du rack d'équipement, observa cet échange et le classa dans la catégorie des choses auxquelles elle réfléchirait longtemps une fois cette mission terminée. Elle avait soigné des centaines de patients. Elle avait vu des membres de la famille arriver et transformer les patients par leur simple présence. Elle avait observé ce phénomène particulier où un patient comateux réagit à une voix qu'il reconnaît avant de réagir à tout stimulus médical. Elle n'avait jamais vu cela fonctionner ainsi, avec une telle précision, une telle intention. « Quoi que tu fasses, dit Sloan doucement à Cole, continue. » Cole ne leva pas les yeux de la plaie qu'elle était en train de penser. « Je sais, dit-elle. » La mission avait un nom d'un seul mot que Cole n'avait pas prononcé à voix haute depuis 5 ans. Elle ne le dit pas non plus cette fois-ci. Ce qu'elle savait, ce qui vivait dans cette partie de son esprit, qui ne fonctionne pas par le langage, mais par l'image et la sensation, le résidu limbique des choses qui arrivent à son corps, c'était ceci. Il s'était trouvé dans une ville dont le nom n'apparaît pas dans cette histoire, car les noms ont un poids, et cette ville en portait déjà suffisamment. Ils y étaient depuis 6 jours sous couverture officieuse, travaillant sur un ensemble de cibles qui exigeaient une proximité physique avec l'objectif et ne pouvaient donc pas être menés depuis les hauteurs. Ils avaient été ensemble, observateurs et tireurs, la seule équipe sur le terrain.
car l'élément de soutien avait été réaffecté à une action de priorité supérieure et personne ne leur avait dit avant qu'ils ne soient déjà à l'intérieur de la zone d'opération. 6 jours, 2 personnes dans une ville qui s'enfonçait depuis 3 ans dans la violence entre factions et qui avait atteint, à cette saison particulière, une sorte d'équilibre terrible, où tous ceux qui avaient des armes surveillaient tous les autres qui avaient des armes, et où les rues étaient calmes, d'une manière spécifique, comme seules les rues sur le point de devenir très bruyantes peuvent l'être. Ils avaient séjourné dans une série de lieux sûrs. Le terme était généreux. Ils changeaient de place toutes les 36 heures, intervenaient sur la cible pendant les fenêtres de mouvement que le rythme de vie urbain créait, puis se refermaient sans avertissement. Le travail de Cole pendant ces 6 jours était tout ce qu'Ava ne faisait pas. Pendant qu'Ava tirait, Cole surveillait. Pendant qu'Ava se déplaçait, Cole assurait la couverture. Pendant qu'Ava dormait par tranches de 3 heures, à tour de rôle dans leurs divers abris temporaires, Cole surveillait le périmètre et réfléchissait aux prochains problèmes. Le travail de l'observateur consiste à étendre les capacités du tireur au-delà de ce qu'une seule personne peut embrasser simultanément de son champ de vision et de son esprit. La distance, le vent, l'élévation, la position et le mouvement de tout ce qui, dans la zone d'opération, pourrait avoir de l'importance. L'observateur est le contexte dans lequel le tireur opère. Sans l'observateur, le tireur reste dangereux. Mais il travaille avec des informations incomplètes, à l'aveuglette, en marge, dépendant de sa propre perception, sans ce deuxième regard qui transforme les données brutes en une image exploitable. Ce que Cole avait été pour Ava n'était pas seulement technique, c'était quelque chose de plus difficile à nommer. Quand on passe 3 ans aux côtés de quelqu'un dans l'intimité particulière d'un travail à haut risque, le genre de travail où les erreurs sont irréversibles et où la confiance n'est pas un sentiment mais un mécanisme de survie, on développe une connaissance de l'autre qui ne se réduit pas à des données. On sait comment il respire quand il se prépare à tirer. On connaît le calme particulier qui précède le moment où il appuie sur la gâchette. On sait ce que signifie son silence. Quand c'est un silence de réflexion, par opposition à un silence d'inquiétude, ou encore ce silence particulier qui signifie que quelque chose a mal tourné et qu'il n'a pas encore déterminé à quel point. Cole connaissait Ava comme on connaît quelque chose sur lequel on a misé sa vie. Le 5e jour, leur planque a été compromise. Dans la nuit du 6e jour, ils se dirigeaient vers un autre point de repli à travers le vieux quartier du marché lorsqu'une unité secondaire leur a coupé la route. Ava avait reçu une balle dans l'épaule gauche, la même épaule, à peu près au même endroit que la cicatrice. Cole venait d'effleurer cet hélicoptère et s'était mis à l'abri derrière un étal du marché. Cole l'avait aidé à se relever. Ils avaient réussi à atteindre un immeuble. Cole avait refermé la plaie sur un sol en terre battu à la lumière d'une lampe de poche. Puis, ils avaient conclu que le point de Hicksville était intenable. La route était surveillée. La fenêtre d'opportunité s'était refermée. L'élément secondaire parcourait méthodiquement le quartier. La radio ne leur avait rien donné d'utile depuis 40 minutes. Quel que soit le soutien disponible, il était inaccessible dans le temps dont ils disposaient. Il n'y avait qu'une seule option offrant à Ava une probabilité raisonnable d'extraction. Elle exigeait qu'une personne reste en arrière pour créer une diversion. Cole avait exposé la logique. Ava avait dit non. Cole avait dit oui. Il y eut une dispute qui dura 4 minutes et 20 secondes. Cole connaissait la durée exacte car elle avait regardé sa montre au début et l'avait regardée à nouveau à la fin. Et ce chiffre s'était ancré en elle comme le font les chiffres lorsqu'ils marquent quelque chose d'irréversible. Ava dit « Ce n'est pas nécessaire d'un point de vue tactique. Il y a d'autres options. Nous devrions nous diriger ensemble vers l'itinéraire secondaire et évaluer la situation. » Cole a répondu « L'itinéraire secondaire te fait traverser la zone couverte sur 400 mètres. Tu saignes. Tu ne peux pas courir à pleine vitesse et ils t'attraperont. » Ava a dit « Alors on y va toutes les deux et on prend toutes les deux ce risque. » Cole a dit « Tu as des informations sur le trajet et moi non. C'est ça, le calcul. On sait toutes les deux ce que dit le calcul. » Silence. 4 minutes et 18 secondes s'étaient écoulées. Ava a dit « Je ne te laisse pas. » Cole a répondu « Si tu le fais. » La dispute a pris fin parce que Cole est parti. Elle est sortie par l'arrière du bâtiment et s'est dirigée vers l'est tandis qu'Ava allait vers le nord. Elle a entendu des coups de feu derrière elle. Elle ne s'est pas arrêtée, car s'arrêter aurait rendu tout cela inutile. Elle a rejoint un contact du réseau secondaire 3 heures plus tard. Elle a été évacuée au cours des 36 heures suivantes par un itinéraire qu'elle n'a jamais été autorisée à consigner. Elle avait reçu 2 balles,
une dans la cuisse gauche, une dans la main droite. La blessure à la main avait détruit 2 tendons qui contrôlaient son doigt sur la gâchette. Il y eut une opération. Il y eut une longue convalescence. Il y eut une période passée dans une chambre d'hôpital où le plafond était blanc et immobile, et elle était allongée dessous et faisait ce qu'elle faisait toujours quand elle attendait. Elle réfléchissait au problème. Le problème était, Ava était-elle en vie? Ne pouvait pas le résoudre. Elle ne pouvait plus se tirer. Lorsqu'elle refit enfin surface quelques semaines plus tard, après avoir passé des examens médicaux et un débriefing qui dura 11 heures répartis sur 3 séances, elle demanda des nouvelles d'Ava. La réponse lui fut donnée par un homme en civil qui fixait un point au-dessus de son oreille gauche lorsqu'il parlait. Le lieutenant Cain a été évacué. Elle a été réaffectée. Que signifie réaffecter? Cela signifie qu'elle est en mission. Je dois vous informer que les exigences de sécurité opérationnelle de sa mission actuelle ne permettent pas de contact. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifiait qu'elle était en vie et que vous ne pouviez pas la joindre. Cela signifiait qu'elle ne savait pas que vous aviez survécu. Lorsque Cole l'avait compris, elle avait demandé à être transférée vers la filière médicale, une voie que ses qualifications de secouriste parachutiste rendaient plausible, et sa demande avait été acceptée. Elle avait passé 3 ans dans le travail médical sur le terrain, reconstruisant une carrière autour des mains qui lui restaient, des connaissances qu'elle possédait encore, de cette qualité particulière d'attention que 5 années dans les opérations spéciales avaient ancrée dans son système nerveux comme un micro-logiciel. Elle n'avait pas essayé de retrouver Ava. Elle n'avait pas essayé de retrouver Ava jusqu'à ce que la demande de transfert arrive par le canal des affectations médicales de la base d'opération avancée, anonyme, non signée, portant la marque distinctive d'une direction qu'elle reconnaissait de ses anciens jours, affectant une infirmière spécialisée nommée Cole M. à une base d'opérations avancée qui organisait justement l'extraction d'un SEAL Overwatch blessé qui avait opéré dans l'Hindu Kush sous un indicatif que Cole n'avait pas vu écrit depuis 5 ans. Frostbite. Quelqu'un avait décidé que le moment était venu. Cole était monté dans l'hélicoptère. L'hélicoptère a heurté un trou d'air à la 47e minute. La chute fut violente, 12 mètres en environ 1 seconde. Le genre de turbulence qui projette le matériel non arrimé contre le plafond et fait voler tout ce qui n'est pas attaché. Le parachutiste de sauvetage en position avant reçut un coup de coude dans le tableau de bord suffisamment violent pour lui causer 2 côtes contusionnées, même s'il ne s'en rendrait compte que plus tard. Le pied à perfusion se détacha de son crochet et dut être rattrapé par la main la plus proche, celle de Cole. Au lendemain de la chute, pendant les 3 secondes où l'appareil s'est stabilisé et où l'équipage et l'équipe médicale ont procédé à un rapide inventaire collectif des dégâts et du personnel, le moniteur cardiaque s'est mis à émettre, non pas son pouls intermittent habituel, mais un son continu, cette note unique et ininterrompue, que toute personne ayant une formation médicale reconnaît avant même qu'on lui en enseigne officiellement la signification. Le docteur Webb s'est précipité vers la civière en un seul bond. Réanimation cardio-pulmonaire immédiate. Dalton s'est positionné au-dessus du sternum. Le rythme a commencé. Webb surveillait les voies respiratoires et le tube, en comptant. Cole ne bougeait pas, non pas parce qu'elle était figée, mais parce qu'elle observait le visage d'Ava. Elle avait déjà vu la mort, la vraie mort, la mort confirmée, l'absence définitive. Et elle avait vu cela, l'état intermédiaire, la pause physiologique avant que le corps ne s'engage dans une direction ou l'autre. Le visage d'Ava n'était pas simplement présent. Quelque chose dans les mugs, quelque chose dans la position de la mâchoire était encore organisé à la manière d'une personne qui n'a pas fini de se décider. Elle pensait avoir déjà vécu cela, pas au sens figuré. Littéralement, Ava Cain s'était retrouvée dans des situations où mourir était l'option la plus facile, et elle avait choisi de ne pas le faire à plusieurs reprises au cours de sa carrière, et le mécanisme par lequel elle avait fait ce choix n'avait pas été détruit par la balle, la perte de sang ou l'altitude. Il était toujours là. Il attendait simplement le bon signal. 2 minutes, dit Webb, pas de réponse. Je vais appeler. Non. Cole se dirigea vers la tête de la civière. Ça fait 2 minutes que le cœur s'est arrêté, dit Webb, sa voix trahissant la colère maîtrisée d'un médecin dont l'autorité est remise en cause au beau milieu d'une réanimation. La probabilité de « Donne-moi 30 secondes ». Je ne vous donne pas 30 secondes, dit Cole, et puis elle l'énonça d'une manière qui en disait long. La certitude, pas le désespoir de quelqu'un qui négocie pour gagner du temps, mais la certitude de quelqu'un qui sait quelque chose que la salle ignore encore. Webb leva la main. Les compressions s'arrêtèrent.
Cole se pencha sur la civière. Elle approcha ses lèvres de l'oreille d'Ava et, de la voix la plus forte qu'elle ait utilisée pendant tout ce vol, ni un cri, ni un hurlement, mais quelque chose de tranchant, quelque chose qui avait du poids, une histoire et 5 ans de silence derrière elle, elle prononça 4 mots. Gelures, écho fantôme signalé. Le moniteur afficha une ligne plate. 1 seconde, 2 secondes, 3, 4, puis ce ne fut plus le cas. Fréquence cardiaque, 22. Le chiffre bougea à l'écran avec l'hésitation de quelque chose qui vient de démarrer. Pas un rythme assuré, mais un signal, une intention, un commencement. 22 devint 26, 26 devint 30 et 1. Le docteur Webb prit du recul. Ce n'était pas un homme qui se laissait facilement surprendre. Sa carrière s'était construite sur l'élimination de la surprise en tant que risque, en transformant chaque événement inattendu en protocole, chaque anomalie en point de données. Il était doué pour cela. Il était très doué pour cela. Et en 14 ans, il avait vu des réanimations qui défiaient les tables de probabilité. Il avait vu des patients revenir à la vie après des arrêts cardiaques d'une durée que la littérature aurait jugée irrécupérable. La médecine accumule les cas atypiques. Il le savait. Il n'avait aucun protocole pour ce qu'il venait de voir. Les yeux d'Ava Kane s'ouvrirent. Pas le mi-clignement flou d'un réveil hypoxique, ni le battement involontaire d'un tronc cérébral exécutant ses directives de base. Elle ouvrit les yeux et regarda Cole directement, avec reconnaissance. Le genre de reconnaissance qui n'est pas traité, qui ne passe pas par le cortex préfrontal et les réseaux de mémoire associative pour aboutir à une conclusion. Le genre qui est simplement là, immédiate et complète, comme un circuit qui se referme. Ses lèvres bougèrent une fois. Webb, qui observait à 18 mètres de là, en déchiffrait la forme. Écho. La main de Cole trouva le bras d'Ava. Elle ne dit rien. Elle enfonça ses doigts dans le muscle au-dessus du coude. Pas doucement, pas délicatement, mais avec la fermeté spécifique d'une confirmation physique. Je suis là. Je suis réel. Ce n'est pas ton cerveau qui construit quelque chose dans les derniers instants de privation d'oxygène avant la fin. La main d'Ava bougea. 3 doigts se refermèrent sur le poignet de Cole. La prise était faible, mais intentionnelle. Fréquence cardiaque 39 en hausse. Elle a besoin d'une opération dès que nous atterrissons. Webb dit qu'il l'avait dit à l'avion, à personne en particulier. Il était déjà en mouvement, déjà en train de se préparer, déjà en train de faire ce qu'il savait faire. Le poumon est toujours compromis. Elle n'est pas hors de danger. Je sais, dit Cole. Il ne lâcha pas le bras d'Ava. Fréquence cardiaque 44, puis 48. Dalton, à l'avant, regarda Cole tenir le bras d'Ava et Ava tenir le poignet de Cole et réfléchit à ce qu'il venait d'observer. Il n'était pas du genre sentimental, ni par formation, ni par tempérament. Il avait passé 11 ans à exercer un métier qui exigeait de lui qu'il soit présent et opérationnel dans des conditions où la plupart des gens ne peuvent l'être. Mais il avait aussi passé 11 ans à observer les gens. Et ce qu'il observait à présent était quelque chose pour lequel il n'avait pas de catégorie professionnelle. On aurait dit 2 personnes qui ne s'étaient pas vues depuis très longtemps. On aurait dit que cela suffisait. À l'extérieur, à travers la petite fenêtre ovale située au milieu de l'appareil, les montagnes s'éloignaient derrière eux. La tempête qui s'était formée au-dessus de la ligne de crête orientale ne les suivait pas. Le ciel devant eux, en dessous de l'altitude à laquelle ils volaient, présentait cette couleur qui apparaît à l'est avant l'aube. Pas exactement de la lumière, mais l'absence d'obscurité totale. Cette transition particulière que les personnes qui passent du temps dans des lieux dépourvus d'éclairage artificiel apprennent à reconnaître au toucher avant même de la voir. Quelque chose qui change, quelque chose sur le point de devenir autre chose. Le centre chirurgical se trouvait à 40 minutes de la base d'opération avancée à la vitesse des rotors. Ils y parvinrent en 33 minutes. Le pilote manœuvra l'appareil d'une manière que le registre de maintenance qualifierait plus tard d'excessive, mais les registres de maintenance ne savent pas ce qu'il y avait sur la civière à l'arrière, contrairement au pilote. L'atterrissage fut brutal. Une approche en course, l'appareil effectuant à peine un arrondi avant que les roues ne touchent la piste, le chef d'équipage ouvrant la porte à la volée avant même que les rotors aient complètement ralenti. L'équipe chirurgicale attendait sur le tarmac. Ils ont pris la civière à la porte. Cole s'est déplacé avec elle, restant aux côtés d'Ava. Et pendant 9 mètres, l'équipe chirurgicale l'a accepté. La femme en tenue d'infirmière avançant avec la civière comme si elle faisait partie de la chaîne de transport. Puis une infirmière chirurgicale chevronnée a dit « Madame, vous devez vous arrêter ici. » Et Cole s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée parce que la main d'Ava a lâché son poignet, non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'Ava l'avait lâché. C'était délibéré.
Les doigts ne se sont pas relâchés sous l'effet de l'inconscience. Ils se sont relâchés avec intention, un relâchement contrôlé, une décision prise par une femme qui fonctionnait à environ 12% de sa capacité physiologique normale et qui avait encore assez de force pour communiquer quelque chose d'important. La civière a franchi les doubles portes. Cole se tenait sur le tarmac à l'aube, le souffle des rotors s'éteignant autour d'elle, le froid venant de l'Est et quelque chose dans sa poitrine qui n'était ni un problème médical ni une blessure et qui n'avait aucune désignation clinique. Le docteur Webb est apparu à ses côtés. Elle va s'en sortir. Il a dit, l'opération va être longue, mais elle va s'en sortir. Cole a acquiescé. Tu veux me le dire? Demanda Webb avec précaution. Qui tu es vraiment? Cole regarda la porte qui s'était refermée derrière la civière. Quelqu'un qui avait une dette envers elle, répondit Cole. Ce n'est pas un nom. Non, dit Cole, ce n'en est pas un. Elle plongea la main dans la poche avant de son gilet de service et en sortit le badge que la base d'opération avancée lui avait remis 72 heures plus tôt. Cole M. infirmière spécialisée, format standard plastifié. Elle le tint un instant, puis elle le retourna. Au dos, dans le petit espace sous l'impression, quelqu'un avait écrit au stylo noir, de petites lettres délibérément petites, l'écriture de quelqu'un qui avait appris à se retenir. Webb inclina le badge pour le lire. 2 mots, écho fantôme. Il leva les yeux, mais Miracle marchait déjà, non pas vers l'établissement, mais vers le bâtiment des opérations, celui avec l'antenne de communication sur le toit. Celui où l'officier supérieur du renseignement serait assis à son bureau avant l'aube, passant en revue les événements de la nuit avec la fatigue concentrée d'un homme qui fait cela depuis 20 ans. Elle avait des choses à dire, et, pour la première fois en 5 ans, elle avait une raison de les dire. 16 jours plus tard, le lieutenant Ava Kane quitta les soins intensifs. L'opération avait duré 7 heures. Une complication était survenue au cours de la 4e heure. Une hémorragie secondaire provenant d'un vaisseau que le fragment de balle avait endommagé sans le sectionner et qui avait décidé de finir le travail sur la table d'opération. L'équipe chirurgicale avait corrigé le problème. Le chirurgien traitant avait décrit la correction par la suite en des termes qui signifiaient que cela avait été très serré, que nous avions été très bons et qu'elle avait eu beaucoup de succès. Le premier souvenir cohérent d'Eva après l'opération était le plafond de la salle de réveil, blanc, lisse, immobile. Elle resta allongée là longtemps, faisant le point. La douleur était bien là, irradiant de la poitrine gauche et de l'épaule gauche d'une manière qui était en fait rassurante. La douleur signifiait qu'elle était en vie. Le tube dans sa gorge avait été retiré, mais sa gorge lui semblait toujours faite de papier de verre et de vieux fils de fer. Ses mains étaient là, ses jambes étaient là. Elle avait de vagues souvenirs de l'hélicoptère qui n'étaient pas tout à fait des souvenirs, mais plutôt des impressions. De la même manière que de l'eau très froide laisse une impression sur la peau, plutôt qu'une sensation distincte. Une lumière rouge, un son semblable à celui d'une horloge, une voix dont elle avait été si certaine de ne plus jamais l'entendre que l'entendre lui avait semblé, même dans l'état de privation d'oxygène dans lequel elle se trouvait, comme quelque chose que son corps reconnaissait à un niveau inférieur à la pensée, comme une fréquence sur laquelle son système nerveux était encore réglé. Même après 5 ans de silence, même après tout ce qui s'était passé, elle avait demandé du charbon. Le 3e jour, le personnel soignant n'avait aucune trace d'un charbon attaché à l'établissement. Elle avait demandé à nouveau le 5e jour. Même réponse. Le 9e jour, un homme qu'elle ne reconnaissait pas vint dans sa chambre. Il était en civil. Il regardait un point au-dessus de son oreille gauche lorsqu'il parlait, une habitude qu'elle reconnut. « Kane, comment te sens-tu? J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Ava répondit. « Tu me parles. Je dois parler à Miracle. » L'homme resta silencieux un instant. « La personne à laquelle vous faites référence, dit-il prudemment, a été réaffectée. » Ava le regarda longuement. Elle avait reçu une balle dans la poitrine, avait subi une opération de 7 heures et passé 16 jours dans différents états de conscience médicale, et elle était encore, même maintenant, plus douée pour cerner les gens que la plupart des gens ne le seront jamais. « Est-elle en vie? » demanda Eva. « Oui. C'est elle que je suis en vie? » Une autre pause. « Oui, répondit-il. » Ava reporta son regard vers le plafond. « D'accord, dit-elle. » Il attendit, comme s'il s'attendait à en entendre davantage. Il n'y avait rien d'autre à dire, car pour Ava Kane, cela suffisait. Pour l'instant, c'était suffisant. 3 semaines après l'extraction, un débriefing eut lieu dans une pièce sans fenêtre. Étaient présents le Dr Harrison Webb, le parachutiste de sauvetage Marcus Dalton, la médecin-chef de l'établissement,
le docteur Evelyn Park et un homme d'une direction que l'invitation désignait simplement sous le nom de J2. L'homme J2 demanda à Webb de retracer les événements survenus dans l'avion dans l'ordre chronologique. Webb s'exécuta. Il décrivit la présentation de la blessure, le déroulement du traitement, les 2 incidents cardiaques, le protocole de réanimation et les résultats. Il décrivit ces éléments avec précision et exhaustivité, car la précision et l'exhaustivité étaient fondamentales pour lui, et parce qu'il comprenait que les personnes présentes dans cette pièce avaient besoin de la version exacte et non de la version simplifiée destinée à un compte-rendu post-opérationnel. Puis il décrivit les anomalies. Il a décrit la femme qui était apparue dans l'avion et la nature spécifique de ses connaissances cliniques, non seulement techniquement précises, mais aussi intégrées par l'expérience, les connaissances de quelqu'un qui les avait acquises dans des conditions que la formation médicale formelle ne reproduit pas. Il a décrit la technique consistant à utiliser un langage opérationnel pour maintenir l'engagement du patient pendant l'instabilité hémodynamique. Est-ce que documenté quelque part? A demandé l'homme G2. L'utilisation des indicatifs d'appel comme outil de réanimation. Pas que je sache, a répondu Webb. Est-ce que ça a marché? Webb réfléchit à la question. La patiente est en vie. Il a ajouté qu'il existait de multiples explications possibles à ce qu'elle soit en vie. Je ne peux pas affirmer avec certitude clinique quelle variable a été déterminante. Mais votre jugement professionnel? Webb regarda la table. Mon jugement professionnel, dit-il, est qu'au moment où j'étais prêt à prononcer le décès, la patiente était, d'un point de vue purement physiologique, au-delà de ma capacité à la réanimer. Le retour ultérieur de la fonction cardiaque s'est produit en corrélation temporelle directe avec un stimulus vocal. Un stimulus spécifique qui semblait avoir une signification pour la patiente à un niveau neurologique que je ne peux pas entièrement expliquer, fit-il une pause. 2 mots, dit-il. Elle a réagi à 2 mots d'une manière que notre défibrillateur n'a pas pu obtenir à 360 joules. La salle était silencieuse. Quels étaient ces mots? Demanda Dalton. Webb le regarda. Classifiés? Dit l'homme G2. Dalton regarda l'homme G2. Les mots sont classifiés. C'est la situation. Oui. Le docteur Park, qui était resté silencieuse pendant la majeure partie du débriefing, dit « Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas un constat médical. C'est une désignation administrative appliquée à un phénomène médical. » Oui, dit l'homme du G2. C'est vrai. Park le regarda longuement, puis écrivit quelque chose dans son bloc-notes et n'aborda plus le sujet. Le débriefing prit fin 30 minutes plus tard. Webb rassembla ses notes. L'homme du J2 rassembla son dossier. À la porte, Dalton arrêta Webb. « Tu allais lui dire, » dit Dalton. « Qu'est-ce qui t'en a empêché? » Webb y réfléchit. « Ce n'était pas à moi de les révéler, dit-il. Il pensait ce qu'il disait. Il voulait dire que certaines choses appartiennent à ceux qui les ont méritées et qu'aucune salle de débriefing, aucun niveau d'habilitation, aucun homme issu d'une direction dont le nom ne comporte pas le mot « fenêtre » n'a le droit de les prendre, de les classer et d'en faire une question administrative. Dalton acquiesça comme s'il comprenait. Il comprenait. Ils comprenaient tous les 2. 4 mois après l'extraction, un mardi matin de novembre, une femme entra dans le centre de rééducation d'un centre médical naval de la côte Est et demanda à voir l'infirmière de service. Elle portait 2 tasses de café. L'infirmière de service la dirigea vers la chambre 14. Devant la porte de la chambre 14, la femme s'arrêta. Elle resta là un instant, un café dans chaque main, la porte fermée devant elle, et fit quelque chose que quiconque l'observait depuis le bout du couloir aurait qualifié de rien. Elle se tenait simplement devant une porte. Mais la femme savait ce qu'elle faisait. Elle passait le scénario en revue. Elle prenait en compte toutes les variables. Elle déterminait l'approche optimale. Ce qu'elle dirait, ce qu'Eva dirait, le silence entre les deux, qui serait lourd et nécessaire, s'il fallait commencer par les aspects pratiques, les formalités de réaffectation, le point sur l'état de santé, la question de ce qui les attendait toutes les 2, ou par l'autre chose, celle qui se cachait sous les aspects pratiques et qui attendait sous la surface de 5 années de vie séparée. Elle décida qu'il n'y avait pas d'approche optimale. Certains scénarios n'en ont pas. Une vieille habitude. Elle frappa de l'intérieur. Une voix. C'est ouvert. Miracle Cole ouvrit la porte. Ava Kane était assise dans le lit d'hôpital qui avait été réglé à son inclinaison maximale. Elle s'adonnait à ce qui semblait être un exercice de rééducation, des rotations spécifiques et délibérées des épaules, du genre de celles prescrites par un kinésithérapeute, et que les patients effectuent avec la haine maîtrisée de quelqu'un qui en comprend la nécessité tout en la détestant quand même. Elle regarda Cole. Cole la regarda.
4 mois et plusieurs décennies de non-dits s'étaient accumulés entre elles dans la chambre. « Tu es en retard, dit Ava. Cole brandit les cafés. « La circulation, dit-elle. Ava regarda les cafés. « Tu le prends toujours noir? Demanda Cole. « 5 ans et tu me poses encore cette question. C'est moi qui te la pose. » Ava resta silencieuse un instant. Quelque chose bougea sur son visage. Pas une expression à part entière. Pas le genre de chose que l'on pourrait saisir et nommer, mais un changement. La façon dont la glace se déplace quand la température change d'un seul degré. Rien de visible en surface, tout change en dessous. « Noir, dit-elle. » Cole traversa la pièce. Elle posa l'un des cafés sur la table à roulettes. Elle approcha la chaise du lit et s'assit. Ava regarda la main droite de Cole, celle qui tenait sa propre tasse, celle avec la cicatrice sur le bord latéral, là où l'opération avait refermé ce que la balle avait ouvert. Cole ne la cachait pas. Elle avait cessé de la cacher il y a des années. Elle faisait désormais simplement partie de l'architecture, tout comme la cicatrice sur l'épaule d'Ava faisait partie de la sienne. « Tu ne peux plus tirer, dit Ava. »« Non, répondit Cole par un geste de la main. « Oui. » Ava en prit note comme elle prenait note des informations qui modifiaient complètement le tableau opérationnel, sans réaction. Elle la classa dans la catégorie des faits qui ne peuvent être modifiés et dont il faut tenir compte. « Tu aurais dû me le dire, dit Ava. »« Je sais. Tu aurais dû. Je sais. » Ava. Silence. Longue silence. Le genre de silence que deux personnes créent ensemble lorsqu'elles ont traversé des épreuves qui les ont façonnées et que ces épreuves ne peuvent être racontées seulement accompagnées de mots, dit enfin Ava dans l'hélicoptère. « Oui, je t'ai entendu. Je sais, répondit Cole. C'était le but. » Ava regarda le plafond un instant, puis elle se tourna vers Cole. L'expression sur son visage était la même que celle qu'elle avait eue en salle de réveil lorsque l'homme en civil lui avait annoncé que Cole était vivant. L'expression de quelqu'un qui assimile un fait qui change tout et qui ne se laissera pas bousculer dans ce processus. Les médecins pensent qu'il s'agissait d'une anomalie neurologique. « Qu'en penses-tu? » demanda Ava. Va pris sa tasse de café. « Je pense qu'elle a dit que j'avais entendu mon observateur me signaler une cible et que j'avais une mission à accomplir. » Cole la regarda. Ava la regarda. Aucun d'eux ne sourit. Cela aurait été tout à fait déplacé. Ce qui passa entre elles était quelque chose de plus précis qu'un sourire, une confirmation, une reconnaissance. Ce signal spécifique qui passe entre deux personnes qui ont agi dans l'obscurité, guidées par la confiance, et qui en sont sorties indemnes, debout dans la pâle lumière de novembre d'une chambre d'hôpital sur la côte Est, 4 mois après un hélicoptère au-dessus d'une montagne, et 5 ans après une ville qui n'apparaît pas nommément dans cette histoire. Deux femmes qui avaient chacune cru que l'autre était morte buvaient leur café. Elles ne parlèrent pas pendant un long moment. Elles n'en avaient pas besoin. Dehors, par la fenêtre, le ciel était très clair. Pas de vent, de bonnes conditions. Il existe un document qui n'existe pas. Ou plutôt, il existe un document qui se trouve dans un dossier nécessitant un niveau d'habilitation que la plupart des personnes travaillant dans la médecine militaire n'obtiendront jamais. Stocké dans un système qui n'apparaît sur aucun organigramme tenu par un service des archives dont le nom ne peut être prononcé dans aucun bâtiment ne nécessitant pas de badge et de données biométriques. Le document est une étude de cas médical. Il décrit, dans le langage clinique approprié à son format, un événement de réanimation survenu à bord d'un avion d'évacuation sanitaire au-dessus d'un terrain montagneux vers 0h347, heure locale, à une date non précisée. Il décrit l'état initial du patient, le déroulement du traitement, les 2 événements cardiaques et l'anomalie clinique de la 2e réanimation. Il décrit, dans une section marquée d'un en-tête de classification occupant la moitié de la marge, le stimulus qui a coïncidé avec le retour du rythme cardiaque. Il décrit la survie ultérieure du patient. Il ne nomme pas le patient. Il ne nomme pas le secouriste. Il utilise la terminologie que la communauté concernée emploie pour son personnel. Les indicatifs d'appel qui s'inscrivent dans la logique de ce monde sont plus réels que les noms. Les noms sont administratifs. Les noms apparaissent sur les documents administratifs, dans les dossiers du personnel et dans les lettres adressées aux proches. Les indicatifs d'appel sont opérationnels. Les indicatifs d'appel, c'est ce que vous êtes lorsque vous accomplissez l'action qui vous définit. Le document utilise 2 indicatifs d'appel. Frostbite Ghost Echo. Il ne sera jamais publié dans une revue médicale. Il ne sera jamais présenté lors d'une conférence. Il restera dans ce système et accumulera des journaux d'accès. Et dans 20 ans, si quelqu'un disposant de l'habilitation nécessaire le consulte et le lit, il découvrira l'histoire d'une nuit où un défibrillateur a échoué et où 2 mots ont réussi, et il ne saura pas quoi faire de ce fait,
et il fermera le dossier et retournera à ses occupations quotidiennes. Dans le centre de rééducation de la côte Est, dans la chambre 14, les 2 cafés ont refroidi avant d'être terminés. Personne n'était pressé. La lumière du matin se déplaçait sur le sol comme elle le fait en novembre, lentement, sans drame, avec cette qualité de lumière qui ne fait aucune promesse. À un moment donné, Ava a dit « Que va-t-il se passer maintenant ?» Cole y a réfléchi. « Je suis affecté au programme de formation médicale à Lyon. 18 mois, et après ça, on ne sait pas. Ce n'est pas un plan. » « Non, » a dit Cole, « c'est une évaluation. Les plans viennent après les évaluations. » La bouche d'Ava s'est esquissée d'une manière qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui allait dans le même sens. Elle pensait toujours comme une observatrice, dit-elle. De vieilles habitudes. Est-ce une plainte? Non, dit Ava. Ce n'en est pas une. La lumière poursuivait son lent mouvement sur le sol. Dehors, un vent de novembre venait de l'eau, traversait les arbres dénudés qui bordaient le périmètre de l'installation, puis disparaissait. À l'intérieur, 2 femmes qui avaient longtemps vécu dans l'obscurité étaient assises dans la lumière. Cela suffisait. Pour l'instant, c'était